Situé sur les contreforts ouest du Massif central, le parc naturel régional de Mille Vaches en Limousin offre une mosaïque paysagère riche. Ces paysages de moyenne montagne sont le fruit d'une longue évolution. Ils ont été façonnés par les phénomènes naturels et les interactions complexes que l'homme entretient avec son milieu. C'est cette histoire de l'évolution des paysages du plateau de Mille Vaches que nous allons vous conter. Le parc naturel régional de Mille Vaches en Limousin rassemble 124 communes, à cheval sur les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. Ce territoire de moyenne montagne se caractérise par des reliefs structurants qui confèrent au paysage leur diversité. Il s'organise autour de 3 hauts plateaux, cernés au sud par un arc de puits montagneux, ainsi que par plusieurs petits massifs isolés comme le mont Gargan et le mont C à l'ouest, le massif des Monédières au sud-ouest et celui des Agriers à l'est. Ces reliefs sont entrecoupés par un réseau dense de vallées sculptées par des rivières telles que la Vienne, la Creuse ou encore la Corrèze. En périphérie, on retrouve des espaces de monts et de collines, ainsi que des piémonts et bas plateaux qui constituent l'écrin de la montagne limousine. Le paysage ondulé du plateau de Mille Vaches, avec ses croupes aux courbes douces, repose sur un socle rocheux granitique dont la formation s'étend sur des millions d'années. Ce relief provient de la chaîne hercynienne, une ancienne chaîne de montagnes née de la collision de 2 continents il y a environ 350 millions d'années. Après sa formation, cette chaîne, comparable à l'Himalaya, fut soumise à une longue érosion qui l'a progressivement aplanie. Ce socle est visible aujourd'hui dans les roches de granit omniprésentes. L'altération du granit a également donné naissance aux emblématiques chaos rocheux, figures de légende locale. Plus tard, le socle érodé a été soulevé lors des collisions qui ont provoqué la formation des Alpes et des Pyrénées. À la même période, l'érosion par les cours d'eau a creusé les vallées principales, Vienne, Creuse et Vézère. Une autre forme distinctive du relief est le modelé en alvéole, composé d'une imbrication de dépressions humides à fond plat. Ces cuvettes ceinturées de collines ou de puits, avec des zones de replat à mi-pente et des fonds où l'eau ruisselle, sont caractéristiques des massifs granitiques anciens et constituent une clé pour comprendre l'organisation des paysages et les logiques d'occupation humaine au fil des âges. Ces formes de relief constituent un ensemble complexe d'unités d'alvéoles, cloisonnés par les puits et interconnectés par un réseau de vallons qui drainent les eaux des hauts plateaux vers les vallées principales. Il y a environ 12 000 ans, après la dernière glaciation, l'entrée dans l'Holocène est marquée par un réchauffement climatique progressif qui a profondément transformé le plateau de Mille Vaches. Alors que la région ressemblait probablement à une steppe comparable aux toundras sibériennes, ce réchauffement a entre autres initié la formation des tourbières, des zones humides acides résultant de l'accumulation d'une mousse, la sphaigne. Ces tourbières, dont celle du Longérou, proche de Meymac, agissent comme de précieuses archives du paysage. L'absence d'oxygène dans la tourbe permet la conservation de la matière organique, dont les grains de pollen qui sont emprisonnés au fur et à mesure de l'épaississement de la tourbe. L'analyse de ces pollens par des spécialistes appelés palynologues aide à retracer l'évolution de la couverture végétale sur des millénaires. La succession de la végétation qui colonise les paysages reflète les phases climatiques des 12 000 dernières années. Après la steppe balayée par les vents, la végétation arborée s'est progressivement développée. Le plateau a été d'abord colonisé par des forêts clairsemées de bouleaux et de pins, qui ont été remplacées successivement par des essences plus exigeantes, comme les noisetiers, les tilleuls et enfin les chênes et les hêtres. Il y a environ 5000 ans, la forêt de chênes et de hêtres a vraisemblablement recouvert l'ensemble du plateau de Mille Vaches. Ces changements témoignent de l'adaptation des espèces végétales aux variations des conditions du sol et du climat, ainsi que leur migration progressive en altitude.
il y a environ 4500 ans avant Jésus-Christ, l'homme s'installe dans ce paysage forestier dominé par le chêne et le hêtre, initiant de nouvelles transformations. Les premières traces d'occupation humaine sur le plateau de Mille Vaches au néolithique sont suggérées par l'apparition de pollen de plantes comme les rumex, les plantains et les calunes. Ces plantes de milieu ouvert témoignent des premiers défrichements destinés aux cultures et à l'élevage dans le paysage. Les monuments mégalithiques sont les plus anciens témoins encore visibles de cette sédentarisation. Érigés entre 4000 et 3000 ans avant Jésus-Christ, ces sépultures, comme ici le domaine d'Urbe sur la commune de Crau, ou encore le menhir de Pierrefitte à Saint-Quentin-la-Chabanne, sont le fruit de communautés organisées, pratiquant certainement des activités agricoles pour se nourrir. L'édification de ces monuments permet d'imaginer l'existence de clairières, issues de défrichements, accueillant un habitat ainsi que des pratiques agro-pastorales. Plusieurs siècles plus tard, après des périodes probables de baisse d'occupation humaine durant l'âge du bronze, l'âge du fer semble être une période de nouveaux défrichements, destinée à la mise en culture ainsi qu'à l'élevage. À la même période, il y a environ 2500 ans, les Gaulois du peuple des Lémovis ont construit des tumuli, des tertres funéraires circulaires alignés sur les lignes de crête. Le tumulus du Puy de la Plane, à la Noaille, en est un exemple valorisé. Ces monuments qui demeurent sous forme de tas de pierres, souvent oubliés sous les boisements et les anciennes landes, témoignent de l'organisation du territoire et des pratiques funéraires des habitants qui peuplaient le plateau au temps des Gaulois il y a plus de 2000 ans. À partir du 1er siècle après Jésus-Christ, la romanisation se matérialise par la présence de riches villas au centre de grands domaines agricoles. Parmi les sites les plus importants, la villa d'Écart sur la commune de Saint-Mère-les-Oussines ou encore la villa de Maisonnières à Joux révèlent des complexes résidentiels et thermaux sophistiqués, dotés de systèmes de chauffage et d'intérieurs raffinés. Parmi ces vestiges, on retrouve également des sanctuaires, comme le Fanum des Jaillants, situé sur la commune de Pradines. L'implantation de ce temple en position dominante sur un col, en bordure de voie, était probablement un monument repère dans le paysage. Autre élément du paysage, dont certaines datent de l'époque gallo-romaine, les banquettes agricoles. Ces reliefs artificiels, créés par l'accumulation de terre, retenus par des murets en pierre ou des haies, témoignent d'une mise en valeur agronomique du sol, par des pratiques d'utilisation du feu, comme l'écobuage et des labours. Le passage répété des arères et des charrues sur plusieurs siècles, couplé à des phénomènes d'érosion, a formé ces petits gradins propices à la culture encore présents aujourd'hui. L'activité gallo-romaine décline à la fin du IIIe siècle. Cela correspond à l'abandon de villas comme l'Écart et à un retour temporaire de la forêt sur certains sites, annonçant la chute de l'Empire romain. À partir du Ve siècle, le Moyen Âge est une période de changement majeur pour les paysages du plateau de Mille Vaches, oscillant entre des phases de recul de l'agropastoralisme et des phases de vaste défrichement. Après un bref refroidissement, les 6e et 7e siècles correspondent à une reprise agropastorale intense, visible par l'augmentation des surfaces cultivées en seigle et des packages ovins. L'héritage de cette période se retrouve dans la toponymie, des suffixes comme Ange, Barsange, Moriange, Madrange et des noms de lieux évoquant des friches et broussailles, Bartou, Brousseleau, Chaumeil, qui peuvent suggérer une continuité d'occupation jusqu'à nos jours.
Au Moyen-Âge central, entre les XIe et XIIIe siècles, une petite période de redout climatique et les innovations techniques favorisent une croissance démographique et un essor agricole important. C'est l'âge d'or du Moyen-Âge. C'est une période d'effervescence et de grand défrichement, réduisant la forêt à des lambeaux résiduels. Le paysage s'ouvre, dominé par les landes sèches à bruyère, liées au pâturage des brebis et une agriculture principalement basée sur le seigle et le sarrasin. L'Église et les ordres religieux, comme les Templiers et les Hospitaliers, jouent un rôle majeur dans cette structuration. Ils organisent l'exploitation des terres, le chemin de l'eau et construisent de nombreuses églises romanes en pierre, comme la collégiale Saint-Étienne à Émoutier, qui témoignent des savoir-faire des bâtisseurs de cette époque. En parallèle de l'Église, entre le Xe et le XIe siècle, les seigneurs matérialisent leur pouvoir en édifiant des élévations artificielles, appelées mottes castrales. Ces fortifications de terre surmontées d'un château en bois, comme la motte castrale d'Aix, illustrent encore de nos jours ces constructions féodales. Plus tard, à partir des XIIe et XIIIe siècles, les seigneurs remplaceront les anciennes mottes par des châteaux en pierre massifs, pour asseoir leur pouvoir et contrôler leur domaine, comme le château de Crau, qui permettait de contrôler l'antique route reliant Clermont-Ferrand à Limoges. Entre le XIIIe et le XVe siècle, le bas Moyen-Âge est marqué par un refroidissement climatique, connu sous le nom de petit âge glaciaire, qui durera jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle. Les calamités climatiques, comme les étés pluvieux ou les hivers rudes, ont certainement affecté les récoltes, provoquant des disettes, une baisse de la population et de probables abandons de terres cultivées. Dans ce contexte, les épidémies sévissent, et à partir de 1337, le Limousin devient une zone de combat de la guerre de Cent Ans. En ces périodes de troubles, les villes s'entourent de remparts, dont certaines traces subsistent dans les cœurs de bourgs, comme la porte Chabiran d'Atrignac, la tour de l'horloge à Mémac, ou encore les tours et les meurtrières ajoutées au dernier étage de la collégiale Saint-Étienne à Émoutier. Ces ceintures bâties qui permettaient de protéger les populations des grandes compagnies seront détruites au XIXe siècle lors de grands travaux. À partir du XVIIe siècle, le plateau de Millevaches entre dans l'époque moderne. Cette période est caractérisée par une optimisation et une diversification des techniques agricoles qui redonnent de l'essor aux pratiques mises en œuvre au Moyen Âge. En plus de la poursuite des cultures céréalières, l'élevage ovin extensif se développe. L'écobuage s'accentue, tandis que certaines landes à calunes sont partiellement converties en pelouses herbeuses. Malgré les troubles comme les guerres de religion et la peste, qui affectent les villes-portes, notamment Felletin, les cités développent un artisanat spécialisé. Cet artisanat valorise les produits issus de l'élevage. Grâce à la production de cuir, issue des peaux de mouton, Émoutier deviendra la cité des pelots, avec de nombreuses tanneries, tandis que Felletin se spécialise dans la valorisation de la laine, en accueillant une manufacture royale pour la tapisserie en 1689. Le développement artisanal et l'Église participent au remaniement des paysages urbains des villes-portes. À Émoutier, l'arrivée des Ursulines en 1629 conduit à la construction d'un immense couvent, un édifice majeur à 4 étages, rythmé au rez-de-chaussée par des arcades. L'abbaye de Mémac, victime de pillages et d'un incendie en 1350, en pleine guerre de Cent Ans, connaît une importante rénovation en 1669 et 1690 sous la congrégation de Saint-Maur. Au XVIIIe siècle, malgré les travaux d'amélioration sur les routes royales à l'échelle nationale, le cœur du plateau demeure en marge des principaux axes de circulation et des progrès agronomiques. Il conserve ses landes et une forêt réduite à des îlots. Ces espaces boisés restent toutefois très localisés, gérés par l'Église et une noblesse qui pratique la chasse. Ces paysages sont documentés par l'émergence de la cartographie. Les premiers plans aquarellés des jésuites du collège de Limoges, à la fin du XVIIIe siècle, illustrent l'organisation concentrique et optimisée des terres autour des hameaux. À la même époque, la carte de Cassini révèle l'ultime régression de la couverture forestière au profit des paysages agricoles ouverts, ainsi que les nombreux moulins qui jalonnent les cours d'eau. Le XIXe siècle correspond à l'apogée de l'emprise agricole, avec un maximum de terres labourées,
principalement pour la culture du seigle et du sarrasin, conjointement aux prairies enrichies par la fumure. Visible sur les anciens cadastres, le paysage rural est organisé selon une logique d'étagement, de part et d'autre du village, implanté à mi-pente, avec les prairies drainées dans les fonds, les potagers et les cultures de chanvre textile près des bâtiments, les terres labourables sur les replats et les parcours au vin sur les versants et les sommets au sol pauvre, couverts de bruyères. À cette époque, les vaches limousines sont des animaux de travail, utilisés dans les champs pour tirer les charrues et les charrettes de foin. Ce n'est qu'à partir du milieu du XIXe siècle que cette race bovine, à la robe rousse, sera peu à peu sélectionnée par de riches propriétaires pour devenir une race à viande réputée. Ce nouveau modèle d'élevage se développera dans la seconde moitié du XXe siècle. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la forte croissance démographique a saturé les principaux bourgs. Inspirés par les politiques menées dans les grandes villes, des grands travaux d'aménagement des centres médiévaux sont entrepris pour assainir les villes. Les rues sont élargies, des fontaines et des caniveaux sont aménagés, des équipements publics sont créés, comme les mairies et les écoles. À Felletin, la place Courtauld ménage un espace ouvert au cœur de la ville, équipé d'une halle moderne et d'une fontaine, tandis que la route nationale est percée à Émoutier. À la fin du XIXe siècle, Felletin, Meymac, Émoutier et Trégnac comptent en moyenne 2 fois plus d'habitants qu'aujourd'hui. Parallèlement, l'arrivée du chemin de fer, dès 1881, va profondément modifier l'organisation du territoire. Le train a désenclavé le plateau, stimulant l'économie et l'urbanisation. Il a permis l'importation de matériaux, briques, ardoises, des semences, du blé, des pommes de terre et des engrais, améliorant les rendements et l'exportation de produits agricoles et artisanaux. De nombreux viaducs, comme celui des Farges, sont édifiés. Ces infrastructures ferroviaires ont transformé le paysage, franchissant la montagne couverte de landes et facilitant la modernisation du territoire. Le train a ainsi modifié les migrations des ouvriers saisonniers, dont les maçons de la Creuse, qui avaient auparavant coutume de faire leur déplacement à pied jusqu'à Paris, Bordeaux ou Lyon. La perte importante de population décédée lors des guerres, ainsi que les migrations d'hommes et de femmes partis travailler en ville, ont entraîné une déprise agricole. À partir des années 50, l'aménagement du plateau de Millevaches par les politiques d'après-guerre est spectaculaire. La quête d'énergie conduit à la construction de grands barrages hydroélectriques, transformant profondément le territoire par la formation de nouveaux paysages, dominés par les lacs. L'exemple le plus notable est le lac de Vassivière. En noyant les vallons agricoles et la vallée de la Maulde, a offert un nouveau décor d'îles et de rivages découpés. Parallèlement, le Fonds forestier national, le FFN, encourage la plantation massive de conifères sur le plateau, essentiellement des épicéas puis des douglas. Cette politique subventionnée a pour conséquence le remplacement d'une part importante des landes à bruyère ou des zones humides drainées par des plantations homogènes de résineux, fermant massivement les vues et les panoramas de la montagne limousine. Aujourd'hui, au regard des enjeux environnementaux, les milieux emblématiques du paysage de Millevaches, dont certains en déclin, tourbières, zones humides, landes, hêtraies, sont reconnus pour leur valeur patrimoniale. Des outils tels que les réserves naturelles, les contrats européens Natura 2000, les sites et monuments historiques ou le parc naturel régional lui-même sont mis en place avec les collectivités et les habitants pour les conserver et les valoriser. Par ailleurs, l'actualité de la transition énergétique, avec le développement des énergies renouvelables, soulève de nouveaux questionnements pour le paysage d'aujourd'hui et de demain. Issue de cette longue histoire, l'identité paysagère de la montagne limousine repose sur une campagne et une forêt habitée et préservée, symbole d'un cadre de vie naturel et authentique. Le paysage du plateau de Millevaches en Limousin d'aujourd'hui est le résultat de toute cette histoire. Les motifs paysagers, les chemins, les structures agricoles et forestières, le patrimoine bâti et naturel constituent un héritage façonné pendant des millénaires par les dynamiques géologiques,
climatique, naturel et l'action des sociétés humaines qui en dépendaient. Nous héritons ainsi bien plus que d'un simple paysage, milieu naturel, territoire de ressources ou cadre de vie. C'est un patrimoine, porteur de l'histoire du lieu en interaction avec les hommes et les femmes qui l'ont habité. Comprendre ce paysage, pouvoir en lire les traces, en connaître l'histoire, permet de le gérer et de l'aménager en ayant conscience de ses multiples valeurs et du fait que nous sommes tous, individuellement et collectivement, acteurs du devenir de notre lieu de vie, de notre paysage.